Et récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez récemment les macronistes qui se sont réjouis d'avoir 0,5% de croissance sur le troisième trimestre. Mais c'est une blague. C'est une blague. Et ça, malheureusement, comme les gens n'ont aucune culture économique, ils ne savent pas du tout comment ça se calcule. Mais on était en récession sur le premier trimestre et sur le deuxième trimestre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Olivier Delamarche, économiste. Bonjour Olivier Delamarche. Bonjour. Alors ma première question, on va évidemment parler économie aujourd'hui. Ma première question, il y a un peu plus de 2 semaines, l'agence de notation S&P a dégradé la note de la France en avance. Qu'est-ce que cela dit de l'état de la France et surtout quelles conséquences? Ça ne dit pas grand-chose de l'état de la France pour la bonne et simple raison que les agences de notation sont toujours en retard d'une guerre. Donc, vous savez que au moment des subprimes, elles avaient noté les subprimes AAA. Le Japon, il est resté pendant des années AA. Enfin bon, ça n'a pas grand-chose d'intéressant. La seule chose qui peut, à la limite, jouer, c'est que si vous avez l'ensemble des agences de notation qui sont d'accord pour dégrader la France, et encore d'un cran, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle passe en triple B, à ce moment-là, ça va poser des problèmes parce que vous aurez toute une gamme de fonds de pension, de fonds d'investissement qui n'auront plus le droit de mettre des obligations françaises dans leurs fonds. Et donc là, et qui non seulement n'auront plus le droit d'en mettre, mais en plus seront obligés de vendre celles qu'ils ont. Donc là, on risque d'avoir des soucis, mais en attendant, vu qu'il y a une sorte de gentleman agreement qui fait que il reste juste au-dessus de là où il ne faut pas aller, eh bien, vous n'avez pas de conséquences majeures. D'ailleurs, vous regarderez, entre le moment où ça a été annoncé et juste après, vous n'avez pas vu de différence sur les taux. C'était largement anticipé par le marché, donc il n'y avait pas de souci. Maintenant, je dirais, c'est amusant parce qu'il y a des gens qui découvrent aujourd'hui que la France va mal. Mais la France va mal depuis longtemps. C'est pas arrivé hier. L'endettement, il ne nous est pas tombé dessus hier. Moi, ça fait 15 ans que j'en parle. Ça fait 15 ans que des économistes, enfin, si on peut appeler ça encore des économistes, m'explique que de toute façon la dette c'est pas grave parce qu'il suffira de l'effacer. Vous savez, moi j'ai appelé ça à un moment les économistes Tipex, c'est-à-dire qu'ils mettent un petit coup de blanc dessus et puis il n'y a plus de dette. Et qui là tout d'un coup s'aperçoivent que ça va mal, que la dette est trop importante en France et que c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Mais ça fait longtemps que c'est comme ça, d'accord? Et alors en plus, on a utilisé pas mal de moyens. Vous savez, on est les spécialistes en France de ce qu'on appelle la comptabilité créatrice, ce qui permet de mettre un peu de dette sous le tapis et de faire que ça fasse moins moche. Et c'est pas le seul pays. Enfin, je veux dire, on a fonctionné depuis 2008. Quasiment tous les pays occidentaux ont fonctionné là-dessus. C'est-à-dire que y a quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Charles Gave qui dit l'économie c'est juste de l'énergie transformée. Bon. Eh bien en fait, vu que l'énergie coûtait de plus en plus cher et que c'était de plus en plus difficile d'en avoir, d'ailleurs on a quand même un champion du monde qui s'appelle Macron qui s'est fâché avec la totalité de nos fournisseurs en énergie. Les Russes, mais aussi les Africains en matières premières, etc. Donc, il s'est fâché avec tout le monde. Donc, résultat, on est obligé de payer
des montants impossibles, notamment aux Américains, pour avoir une énergie qu'on avait avant pas chère. En plus, il avait bloqué toute la filière nucléaire. Maintenant, il essaie de la relancer, mais c'est trop tard. Enfin bon, il n'y a aucune vision, si vous voulez. Donc, c'est la vision à 5 ans, le temps des élections, quoi. Et donc, vous avez, à partir de, notamment de 2008, peut-être un petit peu avant, mais surtout à partir de 2008, vous avez des économies qui ont cru remplacer l'énergie par de la dette. Et en fait, on n'a fonctionné que là-dessus. C'est-à-dire que... et là, ça vous crée une illusion de croissance, mais ça ne vous crée pas de la croissance réelle. Ça vous crée une illusion de croissance. C'est-à-dire quand vous mettez 5 euros de dette pour avoir 1 euro de PIB, demandez à n'importe quel entrepreneur s'il mettrait 5 euros de dette pour avoir 1 euro de chiffre d'affaires, il vous regarderait bizarrement, en vous disant non, ça ne va pas tenir longtemps. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on va continuer à faire, parce qu'il n'y a qu'à regarder le pitoyable spectacle qui est donné en ce moment à l'Assemblée nationale pour s'apercevoir que c'est ce qu'ils veulent continuer à faire, parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. D'accord ? Donc, et que c'est assez pratique, puisque autant l'entrepreneur ne peut pas augmenter son chiffre d'affaires en claquant des doigts, autant les politiques, ils peuvent augmenter leur chiffre d'affaires en claquant des doigts, puisqu'il suffit de mettre de l'impôt. Bon. Ça va être de plus en plus compliqué, mais c'est ce qu'ils essaient de faire. À partir du moment où ils feront 100% d'impôts, je pense que le système s'arrêtera. Voilà, donc aujourd'hui, je vous dis, l'histoire des agences de notation, c'est totalement anecdotique, ça n'a aucun intérêt. Mais pourquoi on en parle autant alors à chaque fois parce que c'est le truc facile, c'est le truc qui marque un peu les esprits, etc. Mais c'est de la com, comme tout le reste d'ailleurs. On repose aujourd'hui uniquement sur de la com, mais pas sur de l'analyse. L'analyse, c'est... Enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas attendu de Standard & Poor's pour savoir que la France tournait pas rond. Donc, c'est juste ridicule. Je n'ai pas attendu non plus le dernier prix Nobel d'économie, qui est un pauvre garçon enfermé dans son bureau et qui croit avoir découvert les choses alors que c'était lui qui était responsable du programme économique à la fois de M. Hollande et de M. Macron. Mais donc, voilà, les gens se réveillent toujours très tard. C'est assez curieux. C'est assez amusant, mais voilà, après, ils font ça comme s'ils avaient découvert la chose, je vous dis, hier, comme si la France n'était endettée que depuis hier. Non, et je vous dis, en plus, contrairement à ce qu'on pense, tous les chiffres sont faussés. Donc, votre chiffre de dette sur PIB, d'abord, qui ne veut pas dire grand-chose, parce que... je rappelle que l'État n'est pas propriétaire de 100% du PIB. Donc cette histoire de stock sur flux, ce qui est une aberration, mais ça permet de comparer certains pays. Mais aujourd'hui, il faut savoir que on est loin des 114 annoncés, 114% de dette par rapport au PIB. On est quasiment sur les niveaux de la Grèce, c'est-à-dire autour de 160. Parce que si vous rajoutez, sans même rajouter le hors-bilan, mais si vous rajoutez aujourd'hui la dette qui est logée dans les entreprises publiques, la dette qui est mise à droite et à gauche et qui n'est pas comptée dans les 114%, aujourd'hui, vous êtes plus proche des 160 que des 114. Voilà, donc fin de l'histoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans un pays où vous n'avez absolument plus de croissance. Pourquoi il n'y a plus de croissance ? Tout simplement parce que les boîtes ont quitté le pays. On n'est absolument pas dans une réindustrialisation fantasmée par Bruno Le Maire. Donc on en est loin. Donc les entreprises quittent le pays. Vous avez beaucoup d'argent qui sort aujourd'hui du pays. Donc vous n'avez pas de croissance. En plus,
Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres récemment, mais de la démographie en France, c'est atterrant. Mais enfin, il n'y a pas que la France. Hein. L'Italie, c'est pareil. La Grèce, c'est pareil. L'Espagne, c'est pareil. La Chine, c'est pareil. Le Japon, j'en parle même pas. L'Allemagne, c'est pareil, etc. Donc, on est très en dessous du renouvellement des générations. Et aujourd'hui, vous êtes à... normalement, vous savez que le taux, c'est 2,10 par femme. Aujourd'hui, sur les femmes issues de l'immigration, vous êtes à 3,20. Sur les femmes françaises, vous êtes à 1,30. Donc vous êtes très, très largement en dessous. Et un pays qui vieillit, un pays dont la démographie n'est pas dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre potentiel de croissance va se trouver entre -1 et +1, ce qui ne fait pas grand-chose. D'accord? Et donc, quand vous êtes entre -1 et +1, que vous avez un déficit budgétaire autour de 6, que vous avez une dette qui est à 150 ou 160%, et quand vous avez des taux qui tournent autour de 3,5, voire 4, c'est fini. C'est-à-dire que l'équation, elle est plus, on ne peut plus la résoudre. Donc, c'est terminé. Donc, soit à un moment, on prend les choses en main et on ne sait pas revenir en arrière. C'est à coup de Karcher qu'il faut nettoyer, comme le dirait M. Sarkozy. Enfin, peut-être plus maintenant, mais voilà. Donc, il faudrait remettre tout à plat. Le système de retraite, il faut le remettre à plat parce que vous ne pouvez pas tenir avec la démographie qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez évidemment beaucoup trop de dépendants par rapport aux actifs. Donc voilà, c'est des choses, mais c'est des choses qui, je dirais, sont connues. C'est des choses dont on parle. Alors, évidemment, pas sur BFM, mais dont on parle depuis longtemps, dont on avertit depuis longtemps, etc. Sauf que on a des médiocres au pouvoir. Hein, et quand je dis médiocre au pouvoir, je fais un tout. C'est toute l'Assemblée qu'il faut mettre en prison aujourd'hui. C'est dingue ce qui est en train de se passer. Et ils sont tous d'accord. Hein. Ils sont tous d'accord parce qu'ils veulent garder leur poste. Donc, ils sont tous d'accord pour rester. Mais le pays est foutu. Si on continue à avoir ces gens-là les propositions là qu'on voit passer, et les amendements qu'on voit être votés, etc., c'est lunaire. Enfin, qui peut continuer dans une société comme ça? Enfin, je veux dire, c'est vraiment tous des médiocres. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc voilà, et je vous dis, moi j'ai un family office à Genève, je peux vous dire que je vois arriver des gens tous les jours. Donc il y a énormément d'argent qui sort. Pourquoi? Parce que... Et il faut bien comprendre que Genève, c'est pas par exemple un paradis fiscal, loin de là. Hein. Vous payez des impôts à Genève. Et des impôts qui peuvent être assez élevés. Mais les gens ne s'amusent pas à jeter l'argent par les fenêtres. Je veux dire, vous savez à quoi ça sert. Là, vous ne savez plus à quoi ça sert. Donc, vous avez des gens qui partent, qui vendent leur entreprise, qui vendent leur immobilier, et puis qui disent, moi, j'ai plus envie de payer pour ça. J'ai plus envie de payer pour l'Ukraine. Ça ne m'intéresse pas. Pour que des Ukrainiens se baladent en Lamborghini, en Ferrari, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, quand vous comprenez plus à quoi ça sert, vous partez. Enfin, quand vous avez les moyens de partir, vous partez. Et donc, et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, alors, vous avez récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez récemment les macronistes qui se sont réjouis d'avoir 0,5% de croissance sur le troisième trimestre. Mais c'est une blague. C'est une blague. Et ça, malheureusement, comme les gens n'ont aucune culture économique, ils ne savent pas du tout comment ça se calcule. Mais on était en récession sur le premier trimestre et sur le deuxième trimestre. Si vous corrigiez des stocks,
il faut corriger de la variation de stock. Vous êtes en récession. Et en plus, vous êtes en récession doublement parce que la seule croissance que vous avez, c'est le déficit budgétaire. Voilà. Mais c'est une fausse croissance. Donc, voilà. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on est dans un pays dont on a perdu complètement surtout en France, on a perdu complètement tout ce qui était industriel, etc. C'est parti. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui qu'un type investisse en France ? Vous êtes une société, je ne sais pas, américaine ou autre, peu importe. Et vous avez le choix entre aller investir, mettre une société en France, où vous allez payer le triple de ce que vous payez en énergie ailleurs, où vous allez avoir des normes complètement débiles qui vont vous mettre un carcan qui va faire que vous ne pourrez plus bouger le petit doigt sans demander 250 autorisations, etc. Où vous allez payer des impôts plus qu'ailleurs, où vous allez, vous, en tant que chef d'entreprise, payer des impôts plus qu'ailleurs, et où, quand vous voudrez virer quelqu'un, vous ne pourrez pas le faire parce que tout le monde va vous tomber dessus, où les charges vont vous coûter 2 fois plus qu'ailleurs, et en plus, où vous n'avez aucun droit de propriété. C'est gravissime. Là, quand on voit les gars se réjouir, les types comme Barrault ou d'autres, se réjouir qu'on se serve des actifs russes. Mais ça veut dire quoi ? Il n'y a aucune loi qui vous permet ça. Il n'y a aucune loi qui vous permettait, par exemple, de fermer RT, qui était une entreprise française, sur laquelle il n'y avait aucun, je dirais, défaut, puisque l'Arcom avait renouvelé qui a été fermé sur seule décision de von der Leyen, et qui arrangeait bien Macron, parce qu'il rêvait de ça depuis le début. Mais ça veut dire quoi ? Au-delà du truc qui est un pur scandale, etc., mais quand vous pouvez fermer une boîte française, saisir ses actifs, quand vous pouvez, pour un pays, saisir ses actifs et le distribuer comme vous le voulez, etc. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de droit de propriété. Ça veut dire que, et quand j'entends certains députés qui vous disent que ils veulent mettre un impôt à 100% sur les successions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun droit de propriété en France. C'est gravissime ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que vous êtes un étranger, vous êtes un Chinois. Vous croyez que vous allez investir en France ? Ben non, bien sûr. Parce que vous savez qu'à tout moment, si à un moment il prend au gouvernement chinois l'idée de prendre Taïwan, de s'installer à Taïwan et de dire, bon, Taïwan, maintenant, c'est réglé, c'est à nous. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des sanctions. Et à partir de ce moment-là, on pourra saisir tous les actifs chinois. Et après, c'est quoi l'étape suivante ? C'est on va saisir vos actifs parce que vous aurez regardé M. Macron de travers. C'est gravissime. Donc, et quand vous faites ce genre de choses, alors qui est applaudi évidemment par Madame von der Leyen et autres, et vous ne vous rendez pas compte des conséquences qu'il y a derrière. Alors, il y en a déjà une qui a été très claire, c'est que les Russes ont dit, on va saisir les actifs français et européens. Mais vous avez... Alors, vous entendez parler de Renault parce que ils ont saisi les actifs de Renault. Mais vous avez plein d'entreprises dont vous n'entendez jamais parler, vous n'entendrez jamais parler, mais qui ont laissé des plumes. Et puis pas des petites plumes, des grosses plumes. Donc voilà, on a vraiment l'impression qu'on est dirigé par des clowns.
malheureusement plus que des clowns parce qu'ils ne font pas rire. Et pour revenir sur la dette, si on compare la dette française avec la situation aux États-Unis, qu'est-ce que cela dit, sachant que les États-Unis ont aussi une dette qui est très, très importante, Abyssal. mais ils ont une croissance. Alors, eux, ils ont de la croissance, mais c'est aussi de la croissance notamment achetée par la dette. Alors, qu'on s'entende bien, moi, je suis pas béat d'admiration devant Trump. Trump essaie de faire quelque chose, contrairement à nous. Bon. Il essaie de faire quelque chose. Est-ce qu'il va réussir ou est-ce qu'il ne va pas réussir? J'en sais rien. La seule chose, c'est que c'est très compliqué. Alors, il a négocié des droits de douane. Alors là, ça m'a fait marrer parce qu'évidemment, tout le monde était vent debout en disant c'est un crétin, il va couler son économie, etc. Non. On peut critiquer Trump sur sa façon de négocier. Pourquoi? Parce que c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Bon, il arrive, il vous met 2 claques dans la figure, et puis il vous dit, bon, bah, maintenant on s'assoit et on va discuter. Bon. Mais le fait est que ça marche. Le fait est que ça marche. Il a collé des droits de douane, là où on pensait tous qu'il n'arriverait jamais. Bon. Il colle des droits de douane. Ça fonctionne. On pense aujourd'hui, enfin, il y a différentes estimations qui vont en gros de 30 milliards par mois à 50 milliards par mois d'entrée de droits de douane aux États-Unis. Ce qui fait quand même 600 milliards par an. Ce n'est pas un tout petit, de toute petite rentrée. Ça va lui permettre, et ça lui a déjà permis, de baisser les impôts aux États-Unis. Il faut quand même savoir une chose, c'est que c'est le marché intérieur, les États-Unis. Le reste, ils s'en foutent. Le commerce extérieur aux États-Unis, ça ne représente rien par rapport au PIB. D'accord? Donc l'essentiel du PIB américain, c'est les ventes qu'ils font en interne. C'est-à-dire la consommation des ménages américains. Donc c'est ça le truc. C'est pour ça que tout ce que vous entendez sur le fait que ça arrangerait aujourd'hui les États-Unis, que le dollar baisse, etc. Tout ça, c'est des bêtises. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. Pourquoi? Parce que le seul truc qui les intéresse, c'est de savoir comment ça marche en interne. Là, je vous dis, le commerce extérieur américain, c'est ridicule par rapport au PIB américain. Donc, en fait, ils s'en foutent. Mais là, bah, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est transférer, c'est-à-dire ponctionner l'extérieur pour pouvoir baisser les impôts à l'intérieur. C'est pas con comme système. Donc, il a déjà envoyé un chèque aux Américains, ça marche. Hein. Le fait est que ça marche. Le fait est que vous avez de la croissance instantanée, parce que l'Américain, il reçoit un chèque, il le dépense. Hein. Donc, vous avez de la croissance instantanée. Alors, on vous annonçait le pire des trucs. Au 2e et au 3e trimestre, on vous disait attention, ça va être catastrophique. L'inflation va exploser, la croissance va s'effondrer, etc. Ouais, mais enfin bon, non. En fait, la croissance, elle va très bien pour l'instant. L'inflation, elle n'a pas tant augmenté. Alors là, ils ont un problème vraiment sur les marchés. Vous avez des défauts de paiement sur les cartes de crédit, sur les mortgages, sur les taux, sur la dette immobilière, que ce soit bureau ou particulier. Enfin, et vous avez de plus en plus de ménages qui se tournent vers la location. Les locations sont de plus en plus chères. Donc là, ça participe à l'inflation générale. Mais
Vous avez aujourd'hui sur les marchés un problème de défaut sur les crédits beaucoup plus élevé qu'en 2008. Donc c'est quand même un premier signal que ça ne va pas si bien que ça. Vous avez pas mal de secteurs dans pas mal d'États américains qui sont en récession, effectivement. Donc ça ne va pas non plus aussi bien que ça. Et vous avez un énorme problème, dans les banques régionales, un peu comme il y a eu à un moment, il y a quelques années, avec deux banques régionales qui ont sauté aux États-Unis. Ben là, c'est un peu la même chose. Et vous avez une crise de liquidité, puisque ça fait 2 semaines à peu près que la Fed est obligée de mettre de l'argent pour donner un bol d'air aux banques. Donc, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui, il y a tous les feux qui sont en train de s'allumer. C'est pour ça que je vous dis, moi, je ne suis pas convaincu que Trump réussira, mais au moins il fait quelque chose, ce que ne font pas les autres. On aimerait bien que les Français en fassent autant. Maintenant, très clairement, si vous voulez, on voit qu'on arrive au bout du modèle économique qui consistait à toujours rajouter de la dette pour essayer de faire semblant d'avoir une croissance. Là, on s'aperçoit que quand on met de la dette comme ça, ben, il y a un moment où il faut la rembourser. Hein. Truc tout bête. Et là, ça coince. Donc, aux États-Unis, on n'est probablement pas très très loin d'une récession ou en tout cas d'une très forte baisse de la croissance. On n'est pas loin d'avoir un problème, je vous dis, de crédit et de liquidité. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à passer ça? Il y aurait des moyens de le faire. Il est en bagarre avec Powell à la Fed. Bon, vous avez entendu qu'il voulait le virer. Bon, c'est comme tous les gens de la Fed, hein, Bernanke, Yellen, etc. Powell, c'est un crétin. Voilà. Gentil, hein, mais c'est un crétin quand même. Et donc voilà, comment ils vont arriver à négocier ça, je ne sais pas. Il y a, je vous dis, des moyens de repartir dans un quantitative easing, c'est-à-dire de faire baisser en fait les taux hypothécaires, mais sans passer par la Fed, en faisant racheter les hypothèques par Fannie Mae et Freddie Mac. Vous avez des moyens de le faire. Ça va être compliqué, ça va être difficile à négocier, mais ils peuvent le faire. Et j'ai quand même plus confiance en eux pour régler le problème plutôt que dans Bruno Le Maire et son compère Lombard. Voilà. Si on reste en Europe, le spread France-Allemagne a plus que doublé depuis 2017. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ce spread? Qu'est-ce que ça dit? C'est que vous avez a priori de moins en moins confiance dans la France. Alors, c'est pas une bonne idée d'être confiant dans ce qui se passe en Allemagne, hein, je vous le dis tout de suite, parce que alors même si l'Allemagne est nettement moins endettée que la France, hein, en termes de ratio dette sur PIB, ça on est d'accord. Mais enfin bon, vous avez cette espèce je vais me faire des copains encore, vous avez cette espèce de trouble, vous savez, entre Kerstremer, Merkel et Macron. Enfin, c'est vraiment les pires dirigeants qu'on ait connus. L'Allemagne, elle est cuite. Elle est cuite démographiquement depuis longtemps, hein, puisque c'est le Japon avec 10 ans de retard sur le Japon à peu près. Elle est cuite démographiquement depuis
depuis que un moniteur de natation ukrainien avec sa bouée canard a fait péter Nord Stream, ils n'ont plus d'énergie. Et ils doivent acheter de l'énergie hors de prix aux Américains. Et en plus, ils ont toute une bande de ce que je crois Jean-Marie Le Pen appelait les pastèques, c'est-à-dire des écolos, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, qui s'emploient à d'abord complètement fermer l'industrie nucléaire, hein, ce qui permettait d'avoir quand même de l'électricité pas chère. Et en plus, avec leurs normes débiles sur le CO2 et sur l'interdiction des voitures thermiques, s'apprêtent à liquider la filière automobile. Je vous rappelle que l'industrie allemande tient sur la filière automobile. Parce que, en fait, vous avez la filière automobile, la filière automobile, la filière automobile et que la filière automobile. Parce que, en fait, toutes les industries qui sont autour, qui gravitent autour, travaillent, sont des fournisseurs de l'industrie automobile. Donc, vous supprimez l'industrie automobile en Allemagne, c'est fini. Il n'y a plus. Donc, voilà. Donc, je pense que l'Allemagne se prépare de beaux jours. Alors évidemment, ils ont encore un peu d'industrie, mais ça va vite se terminer, hein. Vous avez, c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que Nord Stream a pété, hein. C'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque-là, vous aviez quelques grands industriels allemands, les BASF, machin, enfin, il y avait quelques grands industriels allemands dans les aciéries, etc., qui avaient dit, bon, faut arrêter les bêtises, faut arrêter les sanctions contre la Russie, etc. Et là, comme par hasard, Nord Stream pète. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que, les Américains ne voulaient surtout pas que l'Allemagne fasse marche arrière, poussée par les industriels allemands qui gueulaient. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Et c'est d'ailleurs pour ça que Trump a mis les droits de douane, et c'est pour se réindustrialiser lui et faire en sorte que toutes les grosses entreprises qui ne peuvent plus, se financer à pas cher avec avec de l'énergie pas chère, que finalement elles quittent les territoires européens et viennent s'installer aux États-Unis pour détourner les droits de douane. Enfin, souvenez-vous quand même et pourtant c'est un soutien de Macron et c'est en partie lui qui l'a financé, c'était Bernard Arnault, qui dernièrement a dit, au moment où Trump a parlé de droits de douane pour l'Europe et pour la France, Bernard Arnault qui a dit, c'est très simple, hein, je vais aller installer mes usines aux États-Unis. Bon, et je vous dis, vous installez vos usines aux États-Unis, vous payez l'énergie 3 fois moins cher, vous détournez les droits de douane puisque vous êtes installé aux États-Unis, vous n'avez plus besoin d'importer, vous payez moins d'impôts, et vous, en tant que patron de la société, vous payez moins d'impôts. Je veux dire, faut être complètement idiot pour maintenir des usines en France, hein. Donc voilà. Ils ne sont pas totalement idiots, tous. Enfin, il y en a quelques-uns, mais pas tous. Voilà. Et pour être un peu plus terre à terre, l'augmentation des taux auxquels la France emprunte, est-ce que ça a une conséquence sur le quotidien du Français, par exemple, qui va emprunter pour acheter une maison? Oui, alors déjà, enfin, de toute façon, les gens empruntent plus beaucoup pour acheter des maisons parce qu'ils ont compris que quand vous achetez une maison, vous êtes là aujourd'hui la cible prioritaire du gouvernement qui va vous coller des impôts à droite à gauche. Donc ça, c'est une chose. Non, enfin, vous n'avez pas de
pas forcément directement d'impact. L'impact que vous avez, c'est que, alors, hormis celle d'avoir des taux un petit peu plus élevés sur vos achats immobiliers, mais enfin, l'immobilier a aussi bien reculé, donc ceci compense cela. Mais c'est surtout que la dette de la France coûte de plus en plus cher. Est-ce que vous mettez en intérêt d'emprunt, ça vient oblitérer votre croissance, quoi, c'est tout. Qui est déjà pas brillante, mais bon, donc, voilà, c'est tout. Vous payez de plus en plus cher votre dette, donc à un moment, ça va être compliqué quand vous avez beaucoup plus de sorties que d'entrées, ça devient compliqué. Et la solution à un souci, elle pourrait être politique? La solution à ceci, c'est d'avoir des gens qui nous dirigent, qui est deux neurones, quoi, si vous voulez, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des économies à faire. Il y a beaucoup d'économies à faire. Il y a énormément d'économies à faire. Vous pouvez ne plus envoyer des milliards à M. Zelensky. Vous pouvez arrêter de financer des trucs qui ne servent à rien, des associations, des comités, etc., qui ne servent strictement à rien, sauf à entretenir une petite caste, le Conseil économique et social, les observatoires à la con, enfin, des trucs qui ne servent strictement à rien. Et puis, le train de vie de tous ces messieurs, quoi. Et puis la corruption, etc. Pourquoi est-ce que M. Macron parle en permanence de guerre? Il paraît que les Russes sont sur le périph', là, à Paris, etc. Donc, pourquoi il parle de guerre tout le temps? Tout simplement parce que la guerre, c'est quoi? C'est une énorme blanchisseuse d'argent sale. Bon, et il y en a beaucoup d'argent sale. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a de la corruption. Il y a en Europe, il y a en France, il y a en Allemagne, etc. Donc voilà, donc il y a moyen aujourd'hui de faire énormément d'économies plutôt que de taper sur le coin de la figure de tous les gens qui essaient d'entreprendre, qui essaient de gagner de l'argent, qui essaient d'embaucher, qui essaient etc. Donc voilà, le truc, il est simple. Vous sortez de l'Europe, déjà, je rappelle quand même que nous sommes contributeurs nets à l'Europe. D'accord? C'est pas le contraire. Donc c'est pas l'Europe qui nous finance, qui nous donne des sous, parce que je lis souvent que si on sortait de l'Europe, ça c'en est fini de l'agriculture. Mais je rappelle que dans les années 90, il y avait 1 400 000 agriculteurs. Vous savez combien on est? Combien il y a d'agriculteurs maintenant en France? 350 000. Bon. Donc, c'est pas la sortie de l'Europe. On y était, justement. Donc voilà, enfin, je veux dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on paye pour une espèce de mafia qui est en Europe. On paye, on verse beaucoup d'argent, on en reçoit beaucoup moins qu'on en verse. Et donc, on est contributeur net. Et comme, en plus, le Royaume-Uni est parti, eh bien, il faut juste compenser ce que versait le Royaume-Uni. Et donc, on va passer de 12 à 15, puis à 20 milliards de contributions nettes à l'Europe. Donc, enfin, c'est délirant. C'est délirant. Donc, vous avez plein de choses à faire. C'est pas... y a des milliers de choses qu'on pourrait faire, qu'on ne fait pas, évidemment, parce que ça ne plaît pas aux gens qui sont au pouvoir, mais c'est comme les retraites. Les retraites, il y a à la première réforme sur les retraites, j'ai écrit de toute façon, je peux ressortir le papier que j'avais écrit, en disant, mathématiquement, on va en reparler tous les 2 ans. Mathématiquement, ils baisseront les pensions, ils augmenteront les cotisations et ils reculeront l'âge de la retraite. C'est mécanique.
Ah non, mais tu dis n'importe quoi avec ça. Ouais, enfin bon, le fait est que tous les 2 ans, on en parle. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous avez une équation qui a été posée il y a 50 ans, même plus que ça, alors qu'il y avait de la croissance en France. On était à 6 ou 7% de croissance. Il n'y avait pas de chômage. Il y avait une démographie qui allait très bien. Vous aviez 4 actifs pour indépendants. Vous n'aviez pas de dette, etc. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec zéro croissance, une démographie qui s'est effondrée, un chômage qui a explosé. Après, je vous dirai, j'ai fait un papier il y a 5 ou 6 ans, un petit cours de maquillage économique, des chiffres économiques. Donc, le chiffre annoncé de la retraite n'a rien à voir avec le vrai chiffre de la retraite. Donc vous avez une démographie qui s'est effondrée, une croissance qui s'est effondrée aussi, une dette qui a explosé, etc., etc. Et on vous dit, on va équilibrer la même équation. Non, non, juste non. Non, c'est pas possible. Donc, soit on reprend un papier vierge, page blanche, et on refait une équation avec les données actuelles en disant, voilà, on va essayer de trouver un truc pour que ça fonctionne avec les données qu'on a actuellement, mais on ne fait pas du rafistolage et que je te bouche une fuite ici, etc. Parce que ça ne veut rien dire, parce que le truc va structurellement être déficitaire. Ça veut dire que tous les 2 ans, on va y revenir. Et tous les 2 ans, on vous dira, aujourd'hui c'est 64, et demain ça sera 66. Et puis, on va diminuer les pensions, etc. Et en plus, là, on s'amuse avec les impôts, avec les impôts sur la succession, etc., avec les impôts sur l'immobilier, etc., on s'amuse à détruire le patrimoine des gens qui arrivent à la retraite, alors que c'est avec ça qu'ils vont vivre. Voilà. Et pour finir, là justement, on est dans les débats sur le budget. Comment vous voyez ce budget 2026, s'il arrive à être adopté? Moi, je vois surtout, je ne sais pas s'il sera adopté ou pas, mais je vois surtout en fait une bande de racailles qui sont tous d'accord pour se partager le butin. C'est vraiment ça l'image que j'ai quand je vois ça. C'est ahurissant. Enfin, le niveau de ces gens-là est ahurissant, d'une bêtise crasse, d'une incompréhension crasse. Ces gens-là n'ont jamais travaillé. Bruno Le Maire, c'est un type qui n'a jamais rien foutu de sa vie. Jamais. D'accord? Il fait de la politique depuis qu'il est sorti de l'école. Donc il n'a jamais rien fait. Là, j'entends parler beaucoup de Gabriel Attal qui serait notre prochain président. Il n'a jamais rien foutu de sa vie. D'accord? Donc à un moment, il faut quand même se poser des questions. Vous avez une bande de gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui vivent à nos crochets et qui nous disent comment il faudrait qu'on vive et comment il faudrait qu'on continue à les payer. Ça va pas bien, non? Et franchement, moi, je suis étonné que les Français ne se réveillent pas et ne bougent pas. Les Français, là, je m'adresse directement à eux, on est 67 millions. Ils sont 2000 à nous casser les pieds. Vous voyez le rapport? Donc, je sais pas, allez tous, mettez 2 millions de personnes sur les Champs-Élysées qui marchent vers l'Élysée. Vous allez le voir, il va monter dans son petit hélicoptère, il va se barrer. Je veux dire, il y a un truc, rendez-vous compte de ce qui se passe à l'Assemblée, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Vous avez des gens d'une médiocrité crasse qui essaient d'inventer tous les moyens pour continuer à vivre très bien de leur médiocrité et vous serrez les boulons.
Voilà, moi, je reste sans voix. Alors maintenant, ne me demandez pas si ça va être voté ou pas. Oui, il y aura des choses qui vont être votées, parce que de toute façon, ils sont tous d'accord pour aller dans le même sens. Ce qu'ils veulent, c'est rester en place. Le reste, ils en ont rien à foutre. C'est pas la France, ils s'en foutent, les Français, ils s'en foutent aussi. C'est pas le sujet. Leur sujet, c'est de rester en place. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui sont cognitivement défaillants, d'accord, depuis longtemps, certains de naissance. Et les gars, ils trouvent un fauteuil dans lequel, en ne faisant rien, ils sont payés 30 000 balles par mois. C'est tentant de vouloir rester quand même, hein, d'accord ? Ces gens-là, vous les mettez dans le privé, il n'y en a pas un qui gagne plus que le SMIC. Hein, d'accord ? Donc, voilà. Donc, les gars, évidemment qu'ils sont accrochés à leur siège, évidemment qu'ils n'ont absolument aucune volonté de quitter ce système qui les fait vivre. Donc, ils ne vont pas voter la destitution de Macron parce que ça voudrait dire des élections et ça voudrait dire qu'ils ne seront peut-être pas réélus et donc qu'ils perdront leur siège, leur fauteuil confortable, etc. Donc, évidemment qu'ils ne veulent pas. Donc, voilà. Alors, vous allez avoir une partie de tous ces trucs débiles qu'on a pu voir passer qui va passer. Puis une partie qui sera rejetée, mais qui sera rejetée pour mieux sauter, c'est-à-dire qui sera rejetée pour être votée dans un an, dans 2 ans ou autre. Mais de toute façon, on y va gentiment. Ça fait longtemps qu'on n'est plus dans une démocratie. Hein, donc, vous avez vu les dernières sorties de Macron sur le contrôle du net, etc. C'est parce qu'il n'a pas du tout envie qu'il y ait un contre-pouvoir quelconque. Il y en a déjà plus beaucoup, mais il veut éliminer le reste. Donc voilà, vous avez toute une petite classe de gens qui sont médiocres intellectuellement, médiocres humainement, et qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de rester en place parce que la place est bonne. Très, très bonne. Donc voilà, après, je vous dis, si on s'amusait à voter, l'ensemble des trucs qui sont présentés aujourd'hui au budget et qui sont acceptés par tout le spectre, hein, du RN, LFI, macroniste, LR, tout y passe. Ils votent tous dans le même sens parce qu'ils sont tous au final intéressés par la chose. Et donc, si on votait tout ça, bienvenue dans l'Union soviétique, quoi. Je ne sais même pas si c'est pas pire. Mais... Eh bien, merci beaucoup, Olivier Delamarche. Merci. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube.